Monsieur l'organisateur de cette manifestation, on va aborder donc une question fondamentale. Je disais tout à l'heure dans mon petit mot introductif que le transport multimodal était quand même plutôt associé au départ au transport de marchandises. Alors j'espère que tu vas nous surprendre et nous montrer que c'est également possible, applicable au transport de passagers. Pardon. Je sais pas s'il marche. Ça devrait marcher, oui. Merci beaucoup, cher Xavier, et merci beaucoup également aux deux orateurs qui m'ont précédé, puisque là, j'ai les deux casquettes, celui d'orateur et en même temps d'organisateur. Et je tiens à sincèrement les remercier l'un comme l'autre, et Christophe, comme toujours, brillantissime pour montrer l'évolution. Et là, je suis content aussi que les étudiants soient nombreux dans la salle pour comprendre un peu une matière qui nous est rarement enseignée, l'évolution de cette matière, alors même qu'elle vous concerne en premier chef, à la fois sur vos données, et le débat va au-delà du transport, et également sur le risque que vous encourez. La sécurité est le maître mot en matière de transport, mais il est clair qu'aujourd'hui, la protection que vous assure le droit de l'Union européenne est davantage une protection économique qu'une protection en quelque sorte d'intégrité physique, et ce qui se comprend d'ailleurs, puisque le relais est assuré normalement par des conventions internationales qui sont préexistantes. Alors, il me revient maintenant d'évoquer avec vous un thème qui détonne un peu par rapport à tout ce qui a donné lieu aux interventions précédentes, en ce sens que j'ai posé une question vers une réglementation des voyages multimodaux. Et la particularité, c'est que la question que je pose, elle concerne en quelque sorte la fiction, de la jurisfiction, puisque les orateurs précédents n'ont parlé que du réel, du droit existant, du droit qui, puisque nous sommes dans des perspectives françaises de réforme et de consolidation, d'un droit qui mériterait d'être soit consolidé quand ça va bien, soit amélioré ou modifié quand ça ne va pas. Et là, moi, je vais vous parler de quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Donc, c'est un peu particulier, j'en ai bien conscience. Mais, néanmoins, je ne m'appuie pas sur n'importe quoi. Donc, vous allez voir que le sujet n'est pas sorti de mon cerveau fécond. Il est, en un seul mot, il est sorti d'un document de la Commission européenne de novembre dernier, mais commençons par le commencement. Alors, je voudrais que, pour commencer, bien que l'on se projette un instant précisément dans ce monde réel. Et je vais poser une première question très simple. Qui d'entre vous n'a jamais vu une personne ou plusieurs en bousculer d'autres pour gagner un lieu de transport public qui soit une gare ferroviaire, une gare routière, un aéroport, aérogare dit-on parfois, et face aux réactions courroucées de la personne bousculée, qui a pu être vous-même, eh bien, n'avez-vous jamais entendu un piquant « Je suis pressé, laissez-moi passer, j'ai un train à prendre, j'ai un avion à attraper, j'ai une correspondance » en guise d'explication, justification qui ne souffre naturellement aucune contestation. Qui n'a jamais vécu également ce moment de désarroi, là je m'adresse peut-être plutôt à mes collègues, devant se rendre à un colloque dans une ville, pour ce qui me concerne c'était Bordeaux, après avoir été invité à Valenciennes chez Laurent Siégoire, manque son train pour défaut de ponctualité de son premier mode de transport. Vers qui se tourner? Pas grand monde en réalité. Et il ne reste généralement aux passagers dépités que ses yeux pour pleurer. C'est une difficulté. Alors, la question, elle est là. Faut-il se satisfaire de cette situation? Il est permis d'en douter. Plusieurs raisons peuvent justifier de s'interroger tout à la fois sur l'absence d'une réglementation en cas de voyage multimodal. Je vais expliquer, mais avion plus train, train plus bateau, avion plus autocar, navire plus autobus, bon. Et sur la nécessité, mais avant tout la possibilité même d'envisager une réglementation en la matière. Alors pour paraphraser quelqu'un de célèbre, I have a dream. Et c'est pas j'ai fait un rêve, c'est j'ai un rêve, j'ai un rêve. Mais du rêve à la réalité, il faut faire montre de pragmatisme et précisément de réalisme. Je prends un exemple. Tous les Lyonnais ici savent bien qu'il n'est pas toujours facile de prendre un vol long courrier depuis l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry sans passer par Paris et parfois par Amsterdam. Bon, c'est une réalité. Et on peut donc comprendre que parfois,
Le passager peut préférer, pour des raisons de commodité pratique, ne pas se lever aux aurores, et encore, c'est même avant l'aurore, ne pas augmenter la facture du transport déjà réglée en ajoutant d'autres frais complémentaires de transport, et décider en amont de prendre un mode de transport A, par exemple le train, pour ensuite se rendre à l'aéroport pertinent. Qui ne l'a pas fait ici? Bon, sans doute, pas que moi. On observe même en France et ailleurs en Europe, eh bien que parfois des connexions spécifiques, gare, aérogare, sont prévues. Ainsi, de la gare SNCF à Roissy-Charles de Gaulle. Et il y a un départ direct depuis Lyon. Donc, d'une certaine façon, dans les faits, je suis en qualité de passager, vous êtes en qualité de passager, le passager en général est en quelque sorte incité, parfois, à prendre plusieurs modes de transport pour se rendre à sa destination finale. Or, cette incitation avérée, dans les faits, n'est pas suivie d'une réglementation dans le droit applicable. Et c'est une vraie difficulté parce que aujourd'hui, il y a d'autres considérations qui doivent être prises en compte, spécialement de la génération qui est assise en face de moi, les considérations d'ordre climatique et environnemental, parce que, désolé, cher Xavier, je m'adresse au président de la Société française de droit aérien et spatial, mais l'avion, c'est mal. L'avion, ça pollue. Et donc, il faut viser des modes de transport plus propres. Et par conviction écologique ou environnementale, on peut souhaiter se déplacer autrement. Et ce n'est que pour le dernier bout du parcours que l'on prend l'avion parce qu'on n'a pas le choix et que j'ai pas encore vu de train qui fasse Paris-New York. Donc, de ce point de vue-là, il faudra m'expliquer comment y aller autrement que par un autre mode de transport qui est moins polluant que le train. Je ne crois pas que ça existe, sauf à prendre un voilier, mais là, les circonstances de navigation sont telles qu'on peut douter tout à la fois de la rapidité du recours au transport et de la sécurité également du passage du trajet en mer. Donc, de quoi vais-je vous parler de ces trajets multimodaux ou du trajet multimodal? De quoi s'agit-il brièvement? C'est un trajet qui combine au moins deux modes de transport collectif pour atteindre une destination finale, je viens de le dire, train, avion, navire, autocar, autobus, et le plus souvent, il y a quand même un autocar quelque part, spécialement lorsque vous êtes aux États-Unis. Alors, il y a, pour l'information de toutes et tous, une distinction qui est faite, notamment par l'Union européenne, selon les billets que vous allez acquérir dans cette perspective. Vous avez d'abord ceux qui ont des billets distincts que les passagers achètent individuellement. On les range dans la catégorie C. Donc là, c'est vraiment, vous faites tout vous-même, il n'y a pas du tout de multimodal, si ce n'est dans les faits. Ensuite, vous avez la possibilité de voir un regroupement de billets qui est effectué dans ce cas-là par des intermédiaires et à l'occasion d'une transaction commerciale unique. Là, ce sont les billets de catégorie B. Et vous pouvez le faire avec un certain nombre de sites en ligne qui vous permettent de faire la combinaison vol plus train, vol plus autocar, que sais-je. Et enfin, mais dans un nombre extrêmement limité de situations, vous avez donc les billets de catégorie A qui concernent une transaction commerciale unique avec l'acquisition d'un billet multimodal dans le cadre donc d'un contrat de transport unique, ce qu'on appelle aussi une unité de transport unique. Et là, ce sont les billets les plus faibles, les moins connus et les moins usités. Statistiquement, alors les chiffres communiqués par la Commission européenne datent de 2019, mais aujourd'hui, tout ça, là, ce dont je viens de vous parler, A, B ou C, c'est 0,7% du nombre total de passagers concernés. Alors, oui, vous avez raison, c'est un peu plus, mais c'est une projection. On va passer à 0,8% en 2050 dans les projections. C'est tout. Donc je pense qu'il est grand temps de faire quelque chose. Et la Commission s'en est convaincue également. Il était peut-être temps d'élaborer une réglementation sur ces fameux voyages multimodaux. Parce que tout le monde peut avoir besoin d'un autocar ou d'un autobus pour se rendre à la gare, puis de la gare vers l'aérogare et de l'aérogare vers la destination finale. Mais si l'autobus est en retard,
Si le train est en retard, je n'ose dire que c'est tous les jours et fréquent. Je ne l'ai pas dit. Si l'avion a du retard, eh bien, c'est une correspondance manquée, c'est une prestation complémentaire qui n'est pas assurée, et dans certains pays, comme Christophe vous l'a rappelé, ce n'est même pas indemnisable. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais dans quelle perspective? Et c'est ce que je voudrais évoquer brièvement pour tenir le timing, puisque nous avions un peu dépassé, que je suis aussi maître de l'horaire. Alors, tout transportiste, ici, perçoit immédiatement le nombre de difficultés que j'ai qualifiées brièvement de difficultés pratico-technico-juridiques qui se posent sitôt évoquer la perspective d'un voyage multimodal. Pour autant, disons que ce n'est pas qu'une chimère, ce d'autant plus que la Commission européenne, le 29 novembre 2023, donc, a fait une proposition de règlement en la matière. Et c'est à partir de cette proposition que je voulais développer quelques réflexions. Donc d'abord, je vais présenter brièvement son fondement, qui me paraît plutôt bien trouvé, et en évoquant brièvement également les points forts et les points faibles de façon à tenir le temps. Alors, sur les fondements tout d'abord, eh bien, on se contente habituellement d'évoquer les fondements légaux. Et les étudiants ici le savent, on fait d'abord référence à des textes et ensuite on discute. Mais ici, je voudrais faire comprendre, sans doute est-ce un prisme comparatiste pour ce qui me concerne et un tropisme anglo-états-unien, mais il faut le dire, il ne faut pas se contenter que du fondement légal. Il faut aussi comprendre quel est le fondement politique sous-jacent. Parce que, contrairement à ce qu'on vous enseigne depuis des années, le droit privé n'est pas apolitique. Tout est politique. Et ici, la principale raison politique qui nous est donnée par la Commission européenne, de quoi s'agit-il? Du pacte vert pour l'Europe. C'est parce que le voyage multimodal va permettre une réduction de 90% des émissions à effet de serre que la Commission s'intéresse au voyage multimodal. C'est pas pour nous, hein. C'est pour les émissions à effet de serre. Alors c'est une forme de protection puisqu'on respirera mieux. Donc finalement, passagers comme non-passagers s'en sortiront mieux. Mais l'objectif premier et qui est annoncé, c'est celui-là. Il faut développer le transport multimodal parce que c'est l'enjeu du pacte vert et c'est ce qu'il faut atteindre d'ici 2050. Alors, la protection est quand même envisagée, notamment parce qu'on vous dit qu'il faut protéger le passager, notamment en cas de perturbation, et que c'est essentiel pour renforcer l'attrait. Et oui, parce que si vous vous sentez protégé, vous allez prendre le risque, en quelque sorte, du voyage multimodal. Si vous ne vous sentez pas protégé, vous n'allez pas le faire. Ça se tient. Mais l'argument réel qui est derrière aussi, c'est une raison économique. Les arguments en lien avec le marché unique ne sont jamais loin lorsqu'il y a une réglementation européenne. Et que vous dit-on? Eh bien que si nous ne pouvons pas assurer, enfin je parle pour l'Union européenne ici, cette protection, cela va nuire à la croissance du marché. Et certains passagers vont donc choisir de se déplacer en voiture plutôt qu'en transport en commun. Et donc, on va continuer à polluer. Et donc, l'objectif premier ne sera pas satisfait. Donc voilà ce qui explique les choses et voilà pourquoi il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que ça en dit beaucoup sur l'objectif qui est poursuivi. C'est donc, le voyage multimodal, c'est un mode de transport vert. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est le premier rapport. Sur le fondement légal, puisque c'est ce qui vous intéresse aussi, eh bien, la Commission s'est fondée dans sa proposition de règlement sur l'article 91 et sur l'article 100, paragraphe 2. C'est pas surprenant, mais pour les étudiants, alors cher Christophe, tu as un peu anticipé puisqu'ils feront du droit des transports qu'au second semestre. Donc, transport de marchandises et encore optionnellement. Mais bon, là maintenant, après ce colloque, ils vont tous en faire, j'en suis persuadé. Toujours est-il que le fondement là, des articles 91 et 100, c'est quoi? C'est tout simplement la politique commune de transport en droit de l'Union européenne, avec la politique commune pour le fer, la terre et le fleuve. Et puis, enfin, partiellement seulement, parce qu'au titre du transport terrestre. Et puis, l'article 100, paragraphe 2, eh bien, c'est la navigation maritime et aérienne qui relève de la politique commune, mais à titre de dérogation. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est sur décision du Conseil. Bon. Et dernier point qu'il faut mentionner, parce qu'on a une difficulté avec la mise en œuvre effective et potentielle de ces voyages multimodaux, c'est que si
vous vous en tenez à ça, eh bien, il y a un gros trou dans la raquette, en ce sens que pour les trajets urbains, notamment en autobus ou en autocar, là, il n'y a pas de réglementation européenne possible. C'est essentiellement de la compétence des États membres. Et donc, la proposition de règlement l'a bien prise en compte, puisque ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un appui sur le principe de subsidiarité, en expliquant que nous n'avons pas nécessairement le titre de compétence pour intervenir en toute matière, mais néanmoins, et en tout mode, mais nous revendiquons cette subsidiarité ascendante parce que c'est la manière pour nous de bien atteindre les objectifs que nous nous fixons, et c'est présumé naturellement, mais ça sera proportionné. Donc, voilà ce qui nous est proposé. Ça me paraît plutôt bien fondé, et je voudrais juste insister, parce que je suis déjà en dehors du délai ou presque, sur quelques points forts et quelques points faibles. Alors les points faibles, parce que c'est ce qui est le plus important dans cette perspective française de réforme et de consolidation, eh bien il a dû partir, et je vous présente ses excuses. Ludovic Payet devait rejoindre un conseil académique, mais les points faibles, c'est d'abord les données. Parce qu'il est bien mentionné dans l'étude d'impact qu'il y a la Charte des droits fondamentaux qui protège le respect des données personnelles à l'article 38, que nous avons une législation européenne qui protège les données, et donc, en gros, le règlement ne prend pas, plus la proposition de règlement ne prend pas davantage appui sur ces questions, alors même qu'il est prévu que tout un tas de données personnelles devront être communiquées pour assurer précisément les obligations d'information, en tout cas les incitations à l'information que le règlement est censé développer dans la perspective de facilitation d'un voyage multimodal. Donc c'est une première difficulté. Une autre difficulté, c'est que le règlement cède le pas sur la directive voyage à forfait. Comme d'habitude, si je puis dire, les transportistes ont l'habitude, le voyage à forfait, qui peut combiner transport et hébergement notamment, est en dehors du champ de la réflexion et de la réglementation. Or, quand vous passez par un intermédiaire, et notamment une agence de voyage, qu'est-ce qu'on va vous proposer essentiellement? Du voyage à forfait. Et donc là, il y a un vrai souci de cohésion et de cohérence avec la perspective de réalisation d'un voyage multimodal vraiment protecteur. Et enfin, il y a l'article 4, que je prends rapidement sous les yeux. L'article 4 qui est proposé porte sur les données, enfin pas les données, mais le contrat. Et que voit-on dans cette proposition? Eh bien que ce qui est proposé, c'est essentiellement un système d'information renforcé des voyageurs dans leur perspective multimodale. Et au titre de ces conditions de contrat de transport, alors il ne faut pas qu'elles soient discriminatoires. Il y a une petite réserve pour les tarifs sociaux. Mais ensuite, que prévoit-on? Des communications aux passagers d'informations. Naturellement, sous réserve d'avoir donné un certain nombre d'informations soi-même, personnelles. Et la difficulté, c'est ce que je disais, c'est ce que j'observais, ça sera plus détaillé dans la version écrite, mais que faites-vous si vous n'avez pas de téléphone portable? Ou si vous l'avez oublié? Pas de communication. Alors comment ça marche, l'information en temps réel qui est prévue comme première obligation éventuelle? La communication sur les horaires. On doit faire du mieux possible. Bon, donc on voit bien qu'il y a sans doute quelques perfections possibles. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tout à fait satisfaisants, me semble-t-il. Et de manière générale, on se concentre sur de l'information et moins sur des obligations concrètes. Alors, pour conclure et ne pas trop dépasser, en 2 minutes, les points forts, il y en a quand même pas mal. C'est que déjà, il y a une proposition de règlement. Et la proposition de règlement peut signifier qu'il y aura règlement à plus ou moins court terme. Au mois de juin, les dernières infos que j'ai datent du mois de juin, il semblerait que le Conseil de l'Union avait besoin de plus de temps au vu du traitement d'un certain nombre de cas complexes en lien avec ces propositions de la Commission de novembre, ce qui inclut aussi la potentielle réforme du règlement 261/2004. Alors, autant sur les voyages multimodaux, je peux comprendre que tout n'est pas clair et qu'il faut encore discuter d'un certain nombre de cas complexes, autant sur la proposition de réforme du règlement de transport aérien, je crois qu'on a à peu près tout dit, ou presque. Donc là, j'ai pas bien compris. Enfin bon, c'est pas encore fait. Mais au titre des points forts, eh bien, je note notamment l'article 7, puisque sont envisagés
très clairement ce qui nous intéresse, nous, prioritairement en tant que passagers, le cas des correspondances manquées, c'est-à-dire l'intitulé du chapitre 3, avec une obligation de remboursement et de réacheminement qui est clairement fixée, comme on peut la connaître dans d'autres modes, et avec certains aspects qui peuvent être discutés, mais néanmoins c'est prévu, avec des cas particuliers aussi pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, et ça c'est essentiel également, il y a même un chapitre spécial qui leur est consacré, et il est également prévu, et ça c'est peut-être le point qui va être faible, c'est le remboursement, et pas le réacheminement, lorsque le contrat multimodal a été réservé auprès d'un intermédiaire, donc les catégories B. Et ça, c'est vrai que dans la pratique, ça sera une difficulté réelle, même si l'article 9 prévoira aussi une assistance et qui me semble tout à fait concrète. Donc, pour tenir les délais, je vais m'en arrêter là. Je renverrai à ma communication écrite pour plus de détails. Mais aujourd'hui, j'ai un rêve. Et est-ce qu'il va se réaliser? Nous verrons bien. Mais en tout cas, il est permis maintenant de dire que si le transport multimodal en matière de marchandises ne fonctionne pas vraiment bien, c'est peu de le dire, peut-être que les passagers vont faire mieux. Et après tout, entre les biens et les personnes, c'est peut-être les personnes qui comptent le plus. Je vous remercie.